Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Le B-2, bombardier nucléaire furtif américain, a quitté le territoire US et est allé frapper au Yémen des positions enterrées détenues par Ansar Allah, par les fameux Houthis qui bloquent la liberté de circulation en mer Rouge depuis maintenant de longs mois en soutien aux Palestiniens. C'est forcément un événement extrêmement intéressant car lorsque l'on regarde la déclaration américaine, elle est sans ambiguïté, elle met clairement en avant les capacités de pénétration furtive du B-2 et sa capacité à frapper n'importe où, n'importe quand, un ennemi, y compris profondément enterré ou profondément fortifié. Forcément, à un moment où les Américains et Israël sont en train de réfléchir à une attaque contre l'Iran, suite au tir de missiles balistiques du 1er octobre, cette sortie du B-2, qui n'avait pas eu lieu depuis de nombreuses années, est forcément perçue par la plupart des observateurs comme un signe fort de la volonté des Américains de montrer leur capacité de projection de puissance. Je vous propose qu'on traite dans cette vidéo du B-2 Spirit, ce bombardier furtif absolument incroyable de 170 tonnes. Ensuite, rapidement, on va regarder la base de Whiteman, un nom qu'il ne faut pas traduire littéralement en 2024. Nous allons également regarder le type de bombe qu'il peut emporter et nous poser la question des contraintes de ce type de vol long sur les équipages, mais également pourquoi le sortir peut mettre la pression sur certains sites iraniens. Allez, jingle. Alors comme vous savez, chez Débrief, on prend les méthodes de l'aviation, militaire ou civile, et on les adapte à votre industrie et votre événement sert de support pour qu'on explique tout ça à vos collaborateurs. Donc on fait ça sur des formats avec beaucoup de personnes, des grands groupes ou des groupes plus restreints en mode formation professionnelle, mais toujours avec nos fidèles alliés, les simulateurs de vol. Et pour s'assurer que les avions sont bien chauds avant que vous preniez les commandes, en plus, on vous échauffe les moteurs. Allez, à très vite dans votre événement et fly safe. Le B-2 Spirit. Alors c'est pas rien, c'est un gros bébé, comme je vous le disais en introduction, 170 tonnes, de membres d'équipage, en place gauche le pilote, en place droite le MC, le chef de mission, le Mission Commander. C'est un avion qui arrive des années 80, qui a maintenant 36 ans. Le premier vol c'était en 89 et qui a été mis en service opérationnel à partir de 97. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été fabriqués, seulement 21. Et si vous prenez le prix de développement, tout le programme et que vous le divisez par le nombre d'avions, eh bien ça vous donne, en dollars 2023, chaque aéronef à 4 milliards de dollars 2023. À l'époque, c'était 2 milliards pièces, mais si vous regardez en termes d'avions et que vous retirez un peu le développement, c'est quand même 737 millions de dollars par avion. Vous ne voulez donc pas les perdre, et pourtant, certains ont été perdus. On va en parler. Dans tous les cas, c'est Northrop, Boeing, Hughes et Vought Aircraft qui ont travaillé ensemble pour mettre sur place ce bombardier aux formes si particulières. Et cet avion a une capacité de se projeter à 19 000 km avec un ravitaillement. Pourquoi? Eh bien parce que cette aile delta, qui a été réfléchie avec des formes assez souples afin de s'assurer que les ondes radar ne retournent pas vers leur émetteur, permettant ainsi une surface équivalente radar de l'ordre de 0,1 m². En clair, c'est tout petit. Vous avez ça dans le ciel si vous voulez. Eh bien, cet avion a une capacité d'emport de pétrole, mais également de munitions assez incroyable. Vous pouvez mettre 80 bombes de 250 kg. Donc le Rafale, nous on allait en Irak avec 4, au maximum on en prend 6. Prenez 2 Rafales, ça fait 12. Prenez un B-2, ça fait 80. C'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez également prendre 16 bombes de 1 tonne, ou également la fameuse GBU-57. Alors la GBU-57, c'est la MOP, Massive Ordnance Penetrator, donc pénétrateur massif qui va rentrer avec ses 14 tonnes, parfois jusqu'à 30 mètres dans le sol, avant de faire exploser 2,3 tonnes d'explosifs. Autant vous dire, c'est ce qu'il y a de plus lourd dans l'arsenal américain, c'est bien plus lourd que les 2 tonnes 3 d'une GBU 28 ou 37, c'est bien plus lourd que les BLU 109 utilisés au Liban pour taper dans les bunkers, c'est tout simplement énorme. Et ce type de bombe, il n'y en a pas eu beaucoup. Dans les années 2010, les Américains en avaient une vingtaine. On sait qu'il y a eu d'autres contrats depuis, donc on a quelques dizaines de bombes comme ça qui existent. Et c'est le type de bombe que vous allez sortir pour taper très en profondeur. Et c'est d'ailleurs
Exactement le message, comme on disait, de la déclaration des Américains, qui disent avoir traité 5 cibles outils situés sous terre, et que le B2, du coup, il sait faire, si c'est nécessaire, anytime, anywhere, n'importe où sur terre, que ce soit profondeur, que ce soit renforcé, que ce soit fortifié, et c'est avec le duo GBU-57. Cet avion, il a des commandes de vol très particulières, car vous vous en doutez bien, il faut un ordinateur pour lui permettre de voler de manière optimum, et c'est également, comme souvent pour les avions modernes aux commandes de vol électriques, son talon d'Achille. L'avion qui a été perdu, c'était en février 2008 à Whiteman. Et en fait, à la rotation, il y a eu un souci au niveau des capteurs, car il y a eu de la moisissure qui s'était mise en place entre les sondes d'incidence et les capteurs et les ordinateurs. Et au moment de la rotation, qui s'est fait avec des mauvais paramètres, 12 nœuds plus trop tôt à cause justement de cette moisissure et de ces soucis, l'avion a repris un peu le contrôle et s'est mis à monter 30 degrés néo en tirant 1,6 G. Le tout à une vitesse pas assez élevée. La perte de contrôle a été quasi immédiate, l'équipage s'est éjecté, a survécu, mais l'avion s'est écrasé. Il y a eu d'autres soucis également, notamment à Guam avec l'air très humide. Et plus récemment, vous avez eu une sortie de piste d'un avion qui a entièrement brûlé. Ça avait d'ailleurs amené à 6 mois d'arrêt de la flotte en 2022. 6 mois d'arrêt pour une flotte, c'est monstrueux, car les Américains ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre des B2 qui sont tellement précieux, car ils peuvent également amener l'arme atomique n'importe où sur Terre. Ils doivent être maintenus en bon état, dans des hangars à plus de 5 millions de dollars pièce, avec des températures spéciales pour éviter que leur peau ne travaille. D'ailleurs, la peau doit être changée tous les 7 ans. Et l'avion qui remplacera le B2, c'est le B-21 qui est actuellement en train de faire ses vols d'essai. Bref, vous l'aurez compris, le B2, c'est pas n'importe quoi. Et quand on le sort, c'est un message très fort et pour un besoin spécifique. Et si on va lui demander d'aller à l'autre bout de la Terre, c'est qu'il y a de bonnes raisons. C'est pour ça que ça nous fait penser à un message très fort de la part des Américains, avec une temporalité à ne pas négliger. Il a décollé de la base de Whiteman, comme vous voyez, c'est en protection loin de la côte. Pourquoi Whiteman? C'est le nom d'un lieutenant qui avait décollé de Bellows Field le jour de l'attaque de Pearl Harbor avec un P-40 qui avait voulu décoller pour se battre contre les Japonais. Malheureusement, il s'était fait abattre au décollage. Et le 3 décembre 1955, ils ont décidé de donner son nom, le lieutenant George Whiteman, à la base, car il y a une tradition américaine qui est de nommer les bases du nom d'un pilote disparu en service aérien commandé qui a grandi dans la région. Et le lieutenant Whiteman, il était au lycée à 30 km de la base, c'est pour ça qu'elle a été renommée ainsi. Dans les années 63, cette base a été convertie avec les fameux missiles Minute Maid qu'elle a gardé avec différentes évolutions jusqu'en 95, donc une base qui n'avait plus d'avions mais qui était là pour tirer des missiles balistiques. Ils ont été retirés en 95. Derrière, vous avez des FB-111 et des KC-135, le pétrole, c'est le nord de la guerre, qui sont installés. Et en 93, les premiers prototypes du B2 sont arrivés avant de prendre leur alerte, si je puis dire. Maintenant, vous avez également des A-10, vous avez des MQ-9 Reaper et même des hélicoptères d'attaque, les AH-64, qui sont basés sur cette base. Pour ce qui est des outils, je vous rappelle qu'ils ont toujours un impact, même si on n'en parle pas tous les jours dans la presse francophone, ils ont toujours un impact et vous avez toujours ces combattants qui arrivent à gêner le trafic international, qui font également une énorme pression sur l'Égypte, qui voit ses revenus du canal de Suez fondre comme peau de chagrin, avec plus de 50% de pertes, et qui forcent les marines à faire des escortes pour certains bâtiments et d'autres bâtiments à faire tout le tour. Récemment, les outils ont eu des succès, notamment avec des drones de surface. On en avait parlé sur cette chaîne. C'est un énorme danger pour la navigation. Et vous pouvez même ouvrir le feu avec de l'arme légère sur un drone de surface. C'est un peu les kamikazes japonais de l'époque. Ils vont vous foncer dessus. Et s'ils n'explosent pas loin, si vous n'arrivez pas à les faire détonner en rapprochement, ils risquent de réussir à aller au contact. Une coalition d'Arabie Saoudite et des Émirats a longtemps bombardé le Yémen au milieu des années 2010. Plus récemment, c'est une coalition anglo-américaine qui fait régulièrement des frappes contre Ansar Allah. Et là, on voit qu'il y a un changement de braquet avec peut-être du renseignement et la volonté de taper des sites de stockage, donc 5 pour être précis. Forcément, ça nous fait penser à l'Iran et des sites comme celui de Natanz où il y a énormément de bureaux, énormément de centres, énormément de services qui sont enterrés dans la montagne. Alors maintenant, c'est sûr que si vous êtes enterré à 200 mètres sous la roche,
vous allez être dur à atteindre. Mais si vous êtes à moins de 30 mètres de la roche, la GBU 57 peut venir vous chercher. Et c'est clairement le message des Américains aujourd'hui. Faire ce genre de vol long n'est pas facile pour l'équipage, surtout qu'ils ne sont que deux. Il va falloir se relayer, il va falloir faire des pauses, faire des siestes. Et en plus, il va falloir rentrer dans l'espace aérien international. Donc il y a plusieurs méthodes. Point important, le B2 est un avion subsonique. Personnellement, si je vais faire ce type de projection, et je n'étais pas lâché sur B2, je pense que le plus simple serait, si vous avez besoin d'un ravitailleur, de partir avec le ravitailleur et de laisser le ravitailleur faire toute la navigation pour vous. C'est-à-dire que vous avez le ravitailleur qui est en vol, vous venez avec plusieurs B2 en patrouille, ou même vous pouvez avoir 2 ou 3 ravitailleurs, et tout ce petit monde vole en patrouille au-dessus des nuages. Comme ça, c'est l'avion ravitailleur qui gère toute la navigation. Ils ont plus de monde à bord, ça va être plus confort et vous gardez votre énergie pour la phase importante, à savoir la phase d'attaque. Ensuite, vous allez devoir ravitailler. En dehors des nuages, c'est mieux. Ensuite, vous allez continuer vers votre cible, faire votre attaque de la cible et après, derrière, peut-être rejoindre un autre ravitailleur ou rentrer direct à la maison. Le B2 peut monter jusqu'à 50 000 pieds. Toute la difficulté quand vous traversez le monde comme ça, c'est qu'est-ce que je fais par rapport aux autres aéronefs? Est-ce que je m'insère dans le trafic aérien civil avec un plan de vol, avec un transpondeur, tout le monde peut me voir, ou est-ce que je fais ça, on va dire à l'ancienne, auquel cas, eh bien, c'est des tactiques différentes et pas la même vision du droit international. Il y a de grandes chances que ce soit fait avec un tanker, comme ça vous vous insérez dans le trafic civil, en tout cas jusqu'à un certain point, où vous passez plus en mode tactique, et après quand vous ressortez, vous pouvez rejoindre, pourquoi pas, un autre tanker ou un avion qui fait la navigation, et vous le suivez gentiment. J'insiste parce que on voit des avions bombardiers américains où il y a de nombreux membres d'équipage. Là, vous n'avez que 2 personnes. Il va falloir également se relayer pour ce qui est des siestes, prévoir la nourriture et pour les besoins, faire avec les moyens du bord. Dans tous les cas, ce sont des vols extrêmement fatigants, très durs, et on voit passer ça comme une dépêche de presse, mais ce sont des heures et des heures de préparation pour des centaines de militaires afin de maintenir en condition et permettre à l'avion de faire sa mission, mais surtout, encore plus important, de collecter le renseignement qui va être utilisé pour permettre à la frappe d'avoir un véritable effet militaire. C'est pas tout d'aller à l'autre bout du monde à plus de 12 000 km tirer des bombes, encore faut-il que la bombe soit bien réglée et qu'elle puisse avoir un impact, que le renseignement collecté au prix de la vie de certains informateurs soit d'une qualité suffisante pour permettre à la frappe d'être efficace. Malheureusement, de nos jours, nous voyons partout sur Terre une multitude de conflits et nous voyons passer tel impact de bombe, tel impact de bombe, tel impact de bombe. Ce n'est pas parce qu'une bombe explose que l'effet militaire est atteint, que l'effet tactique voulu est réussi. Il faut après faire le BDA, le Battle Damage Assessment, aller au résultat. Et là, encore une fois, depuis le ciel ou avec des satellites, pour une cible enterrée, ce n'est pas facile. On en revient toujours à l'importance de l'humain, de l'human intelligence, l'importance d'avoir des personnes, des contacts au sol. Et ça, c'est le travail des services de renseignement qui ne chôment vraiment pas en ce moment de par le monde. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre ce qu'est le B2, qui a une particularité. Quand il a été fabriqué, ils avaient installé un système pour envoyer des produits chimiques dans le ciel afin de faire disparaître ces traînées de condensation. Là, si vous êtes pour les chemtrails, vous en avez pour votre compte. Mais ils ont arrêté ce système et à la place, oui, quand même, on ne va pas polluer, et à la place, ils ont mis un détecteur de traînées de condensation, ce qui se fait que quand l'équipage est aux traînées, quand il marque, on dit markings à la radio, comme ils sont tous les deux et qu'ils ne veulent peut-être pas en patrouille, ils ne peuvent pas le voir, eh bien ils ont un détecteur à l'arrière qui leur dit « vous faites avec vos 4 réacteurs des traînées de condensation » et ils changent de niveau de vol, car les condensations, elles sont souvent sur 7 à 8 000 pieds. Donc si vous passez au-dessus, eh bien des fois, il n'y a plus de traînées de condensation. Donc par exemple, vous êtes à 38 000 pieds, ça vous dit que vous avez des traînées de condensation, vous avez un avion furtif, vous montez à 41, 42 000 pieds, et là, ça va mieux. Après, la difficulté, c'est pouvoir monter à ces altitudes-là, ça va dépendre de votre masse. Pour rappel, sur B2, vous pouvez emporter 75 tonnes de fuel. Pour une masse max de 170 tonnes, vous vous doutez bien que l'avion ne se sustente pas de la même manière s'il est à 100 tonnes ou s'il est à 170 tonnes. Et donc, il va falloir gérer votre profil de vol. Mais là, encore une fois, grâce aux météorologues, on arrive à connaître les altitudes auxquelles il y aura des condensations, ce qui nous permet de bien préparer la mission et d'anticiper le pétrole nécessaire. Car en fonction de votre altitude, votre consommation de pétrole n'est pas la même. Plus vous êtes haut, généralement, moins vous consommez. J'arrête avec la technique pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et fly safe.